Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, mardi 30 mai, la France a inauguré une gigafactory de fabrication de batteries, la première des 4 usines de ce type que des entreprises européennes et asiatiques prévoient de construire dans le nord du pays. Le président français Emmanuel Macron, qui a personnellement fait pression pour obtenir au moins une des gigafactories dans la région de Dunkerque, a fixé un objectif de production de 2 millions de véhicules électriques fabriqués en France d'ici à 2030. Le lancement dans le Pas-de-Calais d'Automotive Cells Company, la première gigafactory française de batteries pour l'automobile, détenue par Stellantis, Total Energies et Mercedes, représente un investissement total de 2 milliards d'euros, dont la moitié sera fournie par l'État français et les autorités locales. Ce projet s'inscrit dans une course menée par les gouvernements européens pour attirer les constructeurs automobiles mondiaux en rapprochant de leurs principaux marchés l'approvisionnement en composants pour les véhicules électriques. Lors de l'inauguration du site, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a évoqué un grand jour pour l'industrie en France et en Europe. Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en France. Aujourd'hui est un grand jour pour l'industrie en Europe. Pour la première fois depuis Airbus, la France et l'Europe créent une nouvelle filière industrielle, la filière des batteries électriques. L'Automotive Cells Company commencera à produire des batteries lithium-ion dans le courant de l'année et permettra d'équiper quelques 500 000 voitures par an. Les entreprises et les autorités régionales ont déclaré que ce projet devrait permettre de créer jusqu'à 2000 emplois d'ici à 2030. Ici, dans le Nord, dans les Hauts-de-France, cher Xavier Bertrand, ici en France, ce sont 4 sites de production de batteries électriques qui vont naître, qui représentent 10 000 emplois pour la région, 10 000 emplois industriels. Je ne vous cache pas que je suis à la fois ému et impressionné de participer à cette inauguration. À noter que la société taïwanaise Prologium et la société chinoise Envision AESC ont également annoncé leur intention de construire des gigafactories dans le nord de la France, autour du port de Dunkerque, tandis que Renault a établi un partenariat avec la start-up locale Verkor dans la même région afin de produire des batteries pour ses modèles électriques haut de gamme et alpines. L'Europe dépend largement des batteries fabriquées en Asie pour ses voitures électriques et les dirigeants nationaux proposent diverses mesures d'incitation pour relancer l'industrie. Une quasi-nécessité depuis que les États-Unis ont adopté l'année dernière leur loi sur la réduction de l'inflation de 430 milliards de dollars qui comprend d'importantes subventions fiscales visant à réduire les émissions de carbone tout en stimulant la production et la fabrication nationale. Et dans un contexte de tensions accrues dans le nord du Kosovo, l'instauration de maires albanais élus par une fraction de la population sont entravées par les manifestations de Serbes majoritaires dans la région. La situation s'est aggravée le 29 mai avec des affrontements violents, causant de nombreux blessés. Ces incidents interviennent 15 ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo, toujours contestée par la Serbie, malgré une reconnaissance internationale croissante. Les tensions s'exacerbent dans le nord du Kosovo, où des maires d'origine albanaise tentent d'entrer en fonction à la suite des élections d'avril, boycottées par la population locale majoritairement serbe. Seuls 3,5% de la population locale a participé aux élections. L'entrée en fonction des maires s'est faite sous la contrainte, les autorités du Kosovo ayant dû forcer l'accès aux bâtiments municipaux face aux protestations des Serbes. Cette décision a suscité des protestations et des affrontements qui ont conduit le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis à condamner l'action du Kosovo le 26 mai, appelant à une désescalade de la situation. En réaction aux attaques de manifestants serbes contre les troupes de l'OTAN le 29 mai, faisant au moins 30 blessés parmi les casques bleus de l'OTAN et 52 parmi les Serbes, le président serbe Aleksandar Vučić a placé l'armée en état d'alerte maximale. 15 ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo à majorité albanaise, la Serbie refuse toujours de reconnaître le statut d'État du Kosovo, qu'elle considère comme faisant partie de son territoire, et ce malgré la reconnaissance du Kosovo par les principaux pays de l'UE et les États-Unis, qui ont appelé toutes les parties à la désescalade de la situation.
Nous sommes très préoccupés, comme vous le savez, et nous avons appelé toutes les parties, y compris le Kosovo, à se calmer et à revenir à l'accord. Il faut que les gens s'assoient autour de la table et ne se battent pas de l'autre côté de la frontière. Le Kosovo tente d'affirmer son autorité sur l'ensemble de son territoire, tandis que les Serbes font pression en faveur d'une association de municipalités opérant avec une certaine autonomie dans la région à majorité serbe. Pristina rejette cette idée qui pourrait déboucher sur la création d'un mini-État au sein du Kosovo, ce qui reviendrait à partitionner le pays en fonction de critères ethniques. Et aux États-Unis, un foyer de Covid-19 s'est déclaré lors d'une conférence du CDC le mois dernier. Et ce, bien que la plupart des participants aient été vaccinés. Daniel Monaghan de NTD nous donne plus d'informations sur cette flambée. En avril, environ 1800 membres du personnel du CDC et d'autres personnes se sont réunis dans un hôtel d'Atlanta où se trouve le siège du CDC. Le dernier jour de la conférence, plusieurs personnes ont informé les organisateurs qu'elles avaient été testées positives au Covid-19. Une enquête a été menée auprès des participants pour tenter de déterminer combien de personnes avaient été testées positives. Environ 80% des participants ont répondu à l'enquête. Parmi eux, environ 180 ont déclaré avoir été testés positifs au Covid-19. Plus de 99% des personnes interrogées avaient reçu au moins une dose du vaccin Covid-19. Le nombre de personnes non vaccinées tombées malades, s'il y en a eu, n'a pas été divulgué. Les autorités n'ont pas fait la distinction entre les personnes qui avaient reçu une dose des nouveaux vaccins bivalents et celles qui n'en avaient pas reçu. Aucune donnée d'essai clinique sur l'efficacité des vaccins bivalents n'est disponible, bien qu'ils aient été autorisés pour la première fois il y a 9 mois. Les autorités affirment qu'ils protègent contre les maladies graves. Toutefois, des publications du CDC non évaluées par des pairs et d'autres études indiquent que la protection est de courte durée. Le docteur Paul Offit, conseiller du groupe d'experts sur les vaccins de la FDA, a cité 2 études suggérant que les rappels bivalents qui ciblent la souche originale du Covid-19 et 2 sous-variants d'Omicron ne suscitent pas de réponse immunitaire supérieure. Parfois, ceux qui représentent la santé publique font des affirmations sur le vaccin bivalent qui ne sont tout simplement pas vraies. Offit a souligné que l'administration de doses de rappel est probablement mieux adaptée aux personnes les plus susceptibles d'avoir besoin d'une protection contre une maladie grave. Abigail Capobianco, porte-parole de la FDA, affirme que les preuves continuent de soutenir les vaccins bivalents Covid-19, utilisant un rappel dans tous les groupes d'âge. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Jetons maintenant un coup d'œil au nouveau documentaire intitulé « Transformation de genre, les réalités cachées ». Écoutons le réalisateur et le producteur ayant travaillé avec The Epoch Times pour réaliser ce film. Dans ces 4 dernières années, le transgenre a été un sujet brûlant poussé dans divers domaines de notre culture. Il cible les enfants et déchire aussi les familles. Le docudrame original de The Epoch Times, Transformation de genre, les réalités cachées, explore les questions complexes liées au transgenrisme et à la jeunesse. Le transgenrisme a l'air si inoffensif et les médias le rendent très très cool. Cela a détruit ma santé. Je ne savais pas vraiment si j'allais m'en sortir. Le producteur Tobias Selvage a présenté le film lors d'une table ronde sur la confusion des genres à la Convention des radiodiffuseurs religieux nationaux. L'événement s'est tenu à Orlando en Floride au début du mois. Nous nous sommes entretenus avec les panélistes après la projection pour connaître leur point de vue sur le film. Je pense qu'il est important de dire aux enfants qu'ils sont parfaitement bien et beaux tels qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit d'eux-mêmes. Cela crée un fossé entre l'enfant et ses parents. Il s'agit d'une question concernant la réalité elle-même. Le transgenrisme, dans son essence, est un déni de la réalité. Si vous ne pouvez pas accepter la réalité, vous ne serez jamais en bonne santé mentale. Le film sera diffusé pour la première fois sur Epoch TV le 19 juin. Hier, la Chine a envoyé 3 astronautes vers sa station spatiale, désormais pleinement opérationnelle. Le vaisseau spatial et ses passagers ont décollé à bord d'une fusée depuis un centre de lancement de satellites situé dans le nord-ouest de la Chine. Les astronautes, dont le premier astronaute civil chinois, remplaceront les 3 membres d'équipage de la station.
La Chine a construit sa propre station spatiale après avoir été exclue de la Station spatiale internationale. Les États-Unis s'inquiètent des liens étroits entre les programmes spatiaux chinois et l'Armée populaire de libération, la branche militaire du Parti communiste au pouvoir. Le PCC n'a cessé d'augmenter les dépenses consacrées à son programme spatial. Il a également mis au point des armes spatiales qui pourraient être utilisées pour attaquer ou mettre hors service les satellites d'autres pays. Les experts mettent en garde contre la vulnérabilité de l'espace américain face aux attaques de la Chine et de la Russie. Et la Corée du Sud espère conquérir le marché européen de l'armement en fournissant des armes de haute qualité plus rapidement que les autres pays. Elle a conclu un partenariat avec la Pologne qui offre des capacités de fabrication et un pipeline de vente en Europe. La Corée du Sud veut devenir l'un des plus grands marchands d'armes au monde. Elle espère qu'un accord de défense de 13 milliards d'euros avec la Pologne permettra d'en établir les fondations. Selon un responsable sud-coréen de la défense, ce partenariat signifie que Séoul fournit la technologie, tandis que la Pologne offre une capacité de production et une autoroute de vente en Europe. Nous pouvons exporter et fabriquer conjointement le système d'armes et exporter ensuite ces systèmes d'armes vers les pays voisins. L'accord porte sur des centaines de lance-roquettes, de chars, d'obusiers automoteurs et d'avions de chasse. Il s'agit de la plus importante vente d'armes jamais réalisée par la Corée du Sud. La Corée du Sud avait fait la promotion de ses armes auprès de la Pologne avant la guerre, mais l'invasion de l'Ukraine a renforcé l'intérêt de la Pologne. Nous recevons de nombreuses demandes du gouvernement polonais pour des chars K2, des obusiers K9 et des FA-50. Dans cette usine d'une ville côtière de Corée du Sud, 6 énormes robots automatisés et plus de 150 ouvriers produisent des obusiers K9 de 47 tonnes destinés à la Pologne. Ces canons automoteurs utilisent des munitions conformes aux normes de l'OTAN et offrent des performances comparables à celles des options occidentales plus coûteuses. Un directeur d'entreprise qui a participé à l'accord avec la Pologne a déclaré que de nombreux pays d'Europe de l'Est avaient l'habitude d'acheter des produits de défense uniquement en Europe. Mais il est plus connu qu'il est possible d'acheter à bas prix et de se faire livrer rapidement par des entreprises sud-coréennes. La première livraison de chars K2 et d'obusiers K9 est arrivée en Pologne quelques mois seulement après la signature des accords et d'autres ont été livrés depuis. L'intérêt des pays pour l'offre de la Corée du Sud ne peut que croître compte tenu de la capacité de production limitée de l'industrie de défense allemande, qui est l'un des principaux fournisseurs d'armes dans la région. En 2022, les ventes d'armes de la Corée du Sud ont atteint plus de 16 milliards d'euros, soit 9 milliards de plus que l'année précédente. Et lors d'une compétition annuelle au Royaume-Uni, les coureurs poursuivent un morceau de fromage de 5 kg en descendant une colline très raide. Et le vainqueur garde le fromage. Malcolm Hudson de NTD était sur place. Dans la campagne anglaise idyllique, cachée dans les bois, des centaines de personnes se rassemblent pour la course au fromage. Une meule de fromage de 3 kg est lâchée dans la pente incroyablement raide de Coppers Hill et des dizaines de personnes s'élancent à sa poursuite. Certains décollent parfois dans les airs autant que le fromage lui-même. Les participants viennent du monde entier comme cet homme du Tennessee. Vous avez dévalé la colline, quel effet ça fait ? Oh, c'est exaltant, c'était tellement amusant. L'histoire de cette extrême et dangereuse tradition sportive remonte à au moins 200 ans, et l'on pense qu'elle a environ 600 ans. Il y a plusieurs courses tout au long de la journée. Le vainqueur de chaque course remporte le fromage. Comment vous sentez-vous après cette victoire ? Très excité. Je peux manger du fromage. L'événement mondialement connu s'est déroulé malgré les craintes des autorités locales en matière de sécurité. Il y a souvent des blessures de différentes natures. Une équipe attrape les gens au pied de la colline. Ils disent qu'ils le font depuis 10 ans. Ils descendent à une certaine vitesse, oui, mais on a l'habitude. Oui, c'est très amusant. Vous voyez d'autres personnes courir et vous avez une bonne vue. C'est toujours bien, surtout qu'il y a des milliers de personnes ici. En fait, je leur rentre dedans avec les épaules. Ils aident également les personnes blessées. Stewie Henry prépare les courses et vient habillé pour l'occasion. Ce chapeau a 14 ans. Je n'arrive pas à croire qu'il soit encore en place. Je l'ai lavé cette année et ma femme m'a dit « Pourquoi as-tu encore ça ?»
Cette ancienne tradition revêt une grande importance pour les habitants de la région, et pour tous ceux qui y participent, c'est un bon moment de plaisir à l'ancienne. Malcolm Hudson, NTD Actualité. Et les stars du tennis qui se rendent aux internationaux de France, à Paris, disposent d'un nouvel outil pour bloquer les commentaires désobligeants en ligne. Cet outil utilise l'intelligence artificielle afin de filtrer les discussions sur les médias sociaux. Le logiciel est conçu par la société Bodyguard AI. Il sera utilisé sur les réseaux sociaux officiels du tournoi, ainsi que sur les comptes individuels des joueurs. Il filtrera certains commentaires et enverra aux responsables du tournoi des rapports quotidiens sur les commentaires et les comptes abusifs. Le responsable des sports de la société française a déclaré que dans de nombreux cas, les stars du tennis sont plus vulnérables à la cyberintimidation. La championne de tennis Naomi Osaka s'est retirée du tournoi de Roland-Garros en 2021, invoquant la dépression et l'anxiété. La star du tennis australien Nick Kyrgios a décrit les pensées suicidaires qui lui sont venues pendant l'Open d'Australie en 2019. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Genging World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.genging.com/fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.